Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que votre morale n'a pas pris trop cher avec ces résultats, disons décevants, mais malheureusement hautement prévisibles. Ah oui, le conditionnement des masses marche, on le voit encore, mais je veux me consacrer sur le taux d'abstention qui a quand même été record et qui en dit long, parce que sur cette chaîne, nous ne réduisons pas les gens qui n'ont pas voulu voter à des gens qui n'ont pas accompli leur devoir de citoyen, mais bien à des gens qui ne se sont retrouvés dans aucun candidat et qui tiennent à le faire savoir. Donc, ça prouve quand même que l'éveil est en route. C'est ce que j'ai envie de me dire. Je ne vais pas non plus épiloguer 100 ans sur cette déception qui, je le sais, ne génère que frustration et colère, et je suis de tout cœur avec vous. Mais on va essayer de passer un bon moment ensemble. Bon, comme je vous l'ai dit, cette semaine de Spring Break est un peu compliquée à gérer niveau timing. C'est pourquoi je me suis lancée dans un sujet que je maîtrise et que j'hésite à vous faire depuis un petit moment. Et en plus, synchronicité oblige. L'un de mes sites préférés, le site Vigilant Citizen, a justement fait un article récemment qui m'a remis ce sujet en mémoire, parce que vous savez, j'ai un stock de sujets que j'ai traités, des sujets que j'appelle de secours en cas de si j'ai pas de temps, etc. Et ce sujet, il était là, et c'est vrai qu'il était sorti de ma mémoire alors que c'est un sujet très intéressant. Et là, boum, cet article, d'ailleurs, je vous mets le lien pour ceux qui parlent anglais dans la liste de description. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, dites-vous que ma vidéo, bon, ben, c'est l'histoire de la personne, donc forcément, vous y retrouverez les mêmes informations. Donc, surnommée la comtesse de sang, Elisabeth Báthory est, selon moi, une preuve historique et indéniable des activités occultes pratiquées dans les hautes sphères. Je sais que beaucoup ont du mal à croire à ces histoires d'adécrochrome, j'espère que ça va passer, je croise les doigts, et autres rituels de sang, et pourtant, vous allez voir que même l'histoire nous le raconte et nous le prouve. Et c'est maintenant, les amis. Elisabeth Báthory était une noble hongroise née au XVIe siècle. Elle était belle et décrite comme une femme irrésistible et magnifique, avec de longs cheveux noirs, un physique mince mais voluptueux et des yeux verts étonnants. À son apogée, elle pouvait avoir presque tous les hommes qu'elle voulait. Très instruite, elle parlait plusieurs langues. Elle vivait dans des châteaux somptueux, sa lignée familiale était illustre et possédait des terres dans le royaume de Hongrie. Elle était la nièce de Stefan Báthory, roi de Pologne, grand-duc de Lituanie et prince de Transylvanie. Elle faisait de bonnes actions pour les paysans locaux qui l'admiraient. En bref, elle avait absolument tout pour elle. Puis, en 1602, des rumeurs ont commencé à circuler autour du village de Trenčín, dans l'actuelle Slovaquie. Des paysannes cherchant un travail de servante au château de Széchenyi, je ne sais absolument pas, et je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, donc du château que moi je vais appeler de Széchenyi, ou Széchenyi, d'accord, disparaissait. Et rapidement, on a entendu que Elisabeth serait en fait une sorcière vampire qui enlèverait donc ses filles et les torturerait dans son château. Plus tard, ces rumeurs se sont avérées, et plus encore. Oui, parce que se sont avérées vraies, c'est se sont avérées. J'ai eu plein de gens qui disent c'est avéré vrai. Si ça s'est avéré, c'est que c'est forcément vrai. Donc ce c'est avéré. Dites-moi si je fais une erreur de français, mais ça tombe sous le sens, me semble-t-il. En fait, la cruauté et la dépravation de Báthory étaient si choquantes qu'elles ont inspiré des légendes dont nous entendons encore parler aujourd'hui. Connue sous le nom de comtesse de sang ou comtesse Dracula, Báthory détient le record Guinness, parce que oui, un record Guinness, sachez-le, j'ai été surprise, je me dis, ah oui, bon, sympa le record, de la meurtrière la plus prolifique du monde occidental. Elle aurait tué plus de 600 vierges afin de boire leur sang et de s'y baigner prétendument pour préserver sa jeunesse. Un examen plus approfondi de la vie d'Elisabeth Báthory donne un aperçu rare de la véritable mentalité
de l'élite occulte qui est restée la même jusqu'à ce jour. Alors que ces histoires sinistres, mais clairement révélatrices, sont généralement effacées de l'histoire ou considérées comme des canulars par les pouvoirs en place, une documentation substantielle sur la vie, les crimes et le procès de Báthory est restée intacte. Malgré cela, des efforts ont été déployés bien évidemment pour blanchir l'histoire de Báthory, rejeter nombre de ses actes comme exagérés et même la dépeindre comme une sorte de femme forte et indépendante. Encore une fois, ici, nous connaissons vos ficelles. Passez votre chemin, ça ne marche pas. Bien qu'elle ait été très probablement forte et indépendante, ça nous ne le remettons pas en question, elle était surtout une meurtrière de masse de jeunes femmes. Báthory était également obsédée par le satanisme, la sorcellerie et le prélèvement de sang sur des personnes ordinaires. Elle n'a pas inventé tout cela elle-même. Hein. Elle ne s'est pas réveillée un jour en disant « Tiens, et si je me faisais un masque de sang ?» Non, ces pratiques étaient répandues parmi les nobles et les aristocrates de l'époque, comme ça l'est toujours aujourd'hui, ne vous en déplaise. Rien n'a changé. Voilà un aperçu de la vie de Báthory et autant de preuves de ce dont l'élite est capable. En même temps, vous allez voir, on va dire que pour la pauvre Báthory, c'est pas comme si elle avait eu trop le choix, parce que sa vie avait clairement mal démarré. Báthory est née en Transylvanie en 1560. Elle est le fruit de la consanguinité entre le baron Georges Báthory et la baronne Anna Báthory. Sa famille comprenait des rois, des cardinaux, des chevaliers et des juges. Elle comprenait aussi des psychopathes cruels, violents et dérangés. Durant son enfance, Báthory a été témoin de nombreux actes de cruauté commis par sa famille. Dans le domaine d'Excel, je vous le note pour ceux qui veulent le faire, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font des recherches en parallèle. Donc comme je sais que la prononciation, elle n'y est pas, je vous mets le nom ici. Donc dans le domaine familial d'Excel, elle aurait vu les officiers de sa famille se livrer à toutes les formes de cruauté au nom de la justice. À l'âge de 10 ans, Élisabeth les a vus coudre un gitan accusé de vol dans le ventre d'un cheval mourant. Sa tête était exposée et on le laissait mourir. Dans le genre traumatisme enfantin, faut avouer que là, ils ont fait très fort. On dit aussi qu'elle était épileptique, ce qui, peut-être à cause de la consanguinité, la rendait sujette à des crises de rage sans précédent. Dès son plus jeune âge, Báthory a été entourée de personnes ayant des intérêts on ne peut plus sombres. Comme par exemple sa tante Clara, une dame distinguée à la cour qui avait la réputation d'être une sorcière. Un oncle alchimiste et adorateur du diable, et son frère était un réprouvé autour duquel aucune femme ou enfant de sexe féminin n'était considéré comme sûr. Pour aggraver les choses, sa nourrice depuis l'enfance, Ilona June, était imprégnée de la pratique de la magie noire qui exigeait, paraît-il, le sacrifice d'enfants pour leurs os et pour leur sang. On avoue qu'elle n'était pas, niveau entourage, elle n'était pas super bien encadrée, on va dire, la pauvre Báthory. On ne pouvait pas non plus s'attendre à ce qu'elle devienne un modèle d'empathie quand on voit un petit peu les membres de sa famille. Jusqu'à la nourrice, quoi. Mais bon. À l'âge de 15 ans, Báthory a épousé le comte Ferenc Nadasdy, qui est devenu un puissant général. Ce mariage arrangé s'est avéré être un bon parti, car ils avaient tous deux de lourdes tendances sadiques. On dit que les opposés s'attirent, là on dirait bien que les deux tarés, eh ben, ils sont tombés l'un sur l'autre, et que voilà, le couple d'enfer, quoi, c'est le cas de le dire. Pendant l'été, ils arrosaient les domestiques de miel, c'était leur passe-temps préféré, et regardaient les abeilles pulluler et les piquer. La torture serait devenue un intérêt commun et fédérateur pour le couple, et ils cherchaient à s'instruire auprès d'occultistes et de satanistes pour un petit peu perfectionner leur déviance et les méthodes de torture qu'ils employaient. Vous voyez un peu le couple. C'était un couple qui dirigeait, hein. Pour ceux qui seraient encore en train de dire et de croire que les politiques ont un devoir moral d'être des gens bien sous tout rapport. Contrairement
à l'élite d'aujourd'hui, Élisabeth, malgré tout, savait comment cacher le côté sombre de sa famille par de bonnes actions. Alors, de nos jours, hein, what the fuck, ils en ont rien à foutre. Vous les voyez pas, vous le croyez pas, eux, ils sont nos limites, open bar. Donc, en plus d'être capable de gérer et de défendre leur vaste territoire, Élisabeth était très généreuse envers les pauvres et les nécessiteux. Elle donnait beaucoup d'argent aux œuvres de charité et intervenait souvent en faveur des femmes et des enfants appauvris ou défavorisés. Une belle démocrate. Afin de maintenir la réputation de la famille et de cacher ses traditions sataniques. Cependant, même si elle se montrait gentille, son véritable visage apparaissait lorsqu'elle était enfant seule. Pour plaire à Élisabeth, son mari avait construit une chambre de torture selon ses spécifications exactes. Et pendant qu'il partait en guerre après la Turquie, Élisabeth, elle, s'adonnait à de nombreuses et de sombres activités. La tante Clara a commencé à passer chez elle pour enseigner à sa nièce ses méthodes de divertissement préférées. La flagellation, les orgies lesbiennes et diverses formes de sadomasochisme. Et bon, vous voyez, la tante, elle était top niveau, quoi. Clara est aidée par un fidèle serviteur du nom de Torco qui initie la belle Élisabeth aux sciences occultes et l'intéresse à la mixologie. Élisabeth est ainsi devenue experte dans la préparation de drogues, d'infusions et de potions diverses, et en l'absence de son mari, les invités de la maison étaient des sorciers, des voyants autoproclamés, des sorcières et des alchimistes. À la mort de son mari, Élisabeth passe carrément à la vitesse supérieure. Bien que le comte ait participé aux cruautés de sa femme, il a aussi peut-être un petit peu réfréné ses impulsions. Parce que dès qu'il est mort, au début des années 1600, elle est devenue encore pire. Avec l'aide de son ancienne infirmière et nurse Ilona Joux et de la sorcière locale Dorota Stensé, Báthory a commencé à enlever des paysannes pour les torturer et les tuer. Elle arrachait souvent des morceaux de chair à ses victimes et une malheureuse fille a même été forcée de cuisiner et de manger sa propre chair. Báthory aurait cru que le sang humain lui permettrait de rester jeune et en bonne santé. Encore une fois, on voit que cette croyance ne date pas d'hier. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je vous lis, ce sont des informations sorties d'un procès, des informations qui ont filtré. C'est pas du délire de supputation qu'on croit, qu'on sait, qu'on a... Non, c'est des extraits de son procès. Dès son plus jeune âge, Báthory était obsédée par son apparence. Elle aurait passé des heures à se regarder dans un miroir en marmonnant d'étranges incantations. Après la mort de son mari, Báthory est devenue, à la quarantaine, une mère célibataire de 8 enfants. Elle était prête à tout pour conserver son apparence de jeune fille. Tout et n'importe quoi. Élisabeth se persuadait désormais que la torture et la mutilation avaient un avantage supplémentaire et salutaire. Un jour, une malheureuse servante a accidentellement tiré les cheveux de la comtesse alors qu'elle tirait une partie de ses tresses à travers un filet à cheveux en maille constellé de perles. La jeune fille a alors reçu une gifle si retentissante que son nez saigna, éclaboussant la main et le visage, selon une source du procès, d'Élisabeth. Après s'être regardée dans le miroir, Élisabeth était convaincue que sa peau paraissait beaucoup plus jeune, là où le sang de la jeune fille l'avait éclaboussée. Une sorcière locale autoproclamée qui se faisait appeler Darvulia, de son vrai nom Anna, et était connue sous le nom de sorcière de la forêt, était alors devenue l'une des cohortes d'Élisabeth. Darvulia a suggéré à la comtesse que se baigner dans le sang des vierges serait aussi bénéfique qu'une fontaine de jouvence. Élisabeth a donc attiré autant de paysannes que possible au château de Secce, ainsi que dans ses autres propriétés, y compris un hôtel particulier à Vienne, afin de s'assurer que son nouveau régime de beauté ainsi que sa forme de divertissement préférée restent ininterrompus.
Selon l'historienne Margaret Nicolas, Darvulia et ses confrères procurateurs, des veuves vieillissantes bien rémunérées pour leurs services, parcouraient la région à la nuit tombée à la recherche de nouvelles victimes. Dans les châteaux, les jeunes filles étaient systématiquement abattues, leur sang recueilli dans les vases et des seaux pour le bain rituel de la courtisane, pris à l'heure mystique de 4 heures du matin. Si une victime était particulièrement belle, Élisabeth était réputée rester imbibée de son sang pendant plus de 24 heures. Bien que les rumeurs sur les horreurs qui se passent au château sont nombreuses, la paysannerie reste silencieuse. Cependant, lorsqu'Élisabeth a commencé à recruter les filles de familles nobles mineures, devinez quoi, c'est là que sa chute a commencé. Parce que vous voyez, tant qu'on tape chez les pauvres, pas de problème. Tout le monde se tait parce que les pauvres, ça fera moins de pauvres. Dès que par contre, on s'attaque à la classe middle class, alors là, par contre, branle-bas de combat. Ça, c'est des choses, moi, qui me rendent dingue, mais bon. Élisabeth est clairement devenue effrontée et négligente vers la fin de sa carrière de tueuse. Lors d'un séjour à Vienne, elle a demandé à une choriste renommée de l'église Sainte-Marie, Ilona Arxi, de se produire en privé pour elle dans ses appartements de la rue Augustinian. La jeune fille n'a jamais été revue et des témoins ont alors affirmé qu'Élisabeth l'avait tuée lorsqu'elle n'avait pas pu chanter pour elle, soit par peur, soit par timidité. Après de nombreuses négociations politiques impliquant toute l'élite hongroise, le roi de Hongrie a finalement ordonné l'arrestation de Báthory. Son château a été attaqué pendant les vacances de Noël 1610. Les récits de cette descente ne sont rien moins qu'horribles. Lorsqu'ils sont arrivés au château par une nuit d'hiver venteuse, ils ont trouvé la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Ils ne furent pas accueillis par un serviteur, mais par un cadavre étalé sur le sol froid en pierre. Pâle à cause de la saignée et partiellement vêtue à cause de la torture. La jeune femme dans l'entrée n'est que le premier corps qu'ils trouvèrent au château de Katowice. D'autres sont à moitié morts, attendant leur sort dans le donjon. Élisabeth ainsi que ses complices et ses serviteurs auraient été retrouvés à l'étage en pleine orgie. Elle a assisté à l'arrestation de tous ceux qui l'entouraient, mais elle a été épargnée de cette indignité. Lors du procès de Báthory, les témoignages des témoins, de complices et de survivants ont horrifié les juges. Les témoignages ont révélé que les filles enlevées avaient été enchaînées au mur des donjons et engraissées car la comtesse pensait que l'augmentation du sang dans leur corps était essentielle à la sorcellerie au clair de lune. Elle les avait également contraintes à des activités sexuelles déviantes. Si les gens réagissaient, si les jeunes filles, si qui que ce soit réagissait avec mécontentement, elles étaient alors torturées, voire tuées. Pourtant, même ceux qui s'en sortaient bien finissaient par l'ennuyer et ils étaient eux aussi éliminés. Parfois, selon les caprices de la comtesse, ses filles préférées subissaient le pire des traitements. L'une d'entre elles avait été forcée de s'arracher un morceau de chair de son propre bras et de le manger. Quelques-unes ont été poussées dans des petites cages pleines de pointes. Selon les rapports et les histoires racontées, longtemps après, Báthory brûlait ses victimes avec des fers à repasser brûlants, les battait à mort avec des gourdins, leur enfonçait des aiguilles sous les ongles, leur versait de l'eau glacée sur le corps et les laissait mourir de froid à l'extérieur, les recouvrait de miel pour que les insectes puissent se régaler de leur peau exposée et leur cousait les lèvres et leur arrachait des morceaux de chair sur la poitrine et le visage. En outre, les témoins ont déclaré que Báthory aimait utiliser des ciseaux pour torturer ses victimes. Elle utilisait cet instrument pour leur couper les mains, le nez et les parties génitales. Selon les témoins, l'un des passe-temps favoris était d'utiliser des ciseaux pour ouvrir la peau entre les doigts de ses victimes. Non mais, sans déconner, où est-ce qu'elle allait chercher tout ça? Elle, on peut pas dire que c'est à cause de la télévision, que c'est l'incidence des médias ou qu'elle jouait trop à la PlayStation.
Ah ben là, elle, c'était tout droit sortie de son imagination. Comme quoi, ils ont bon dos, hein, la télé, etc. On est d'accord, ça n'arrange rien. Mais il faut avouer qu'à cette époque, c'était quoi l'excuse? Juste taré, mais on est d'accord qu'elle en tenait une sacrée couche. C'est plus encore que ces actes de violence horribles, les histoires parfois surnaturelles qui l'entouraient contribuaient à définir l'héritage terrifiant d'Elisabeth Báthory encore aujourd'hui. À l'époque de l'enquête de Tursault, certains l'accusaient, et moi ça je le crois, de cannibalisme, tandis que d'autres prétendaient l'avoir vu avoir des relations sexuelles avec le diable lui-même. À l'intérieur de son château, les autorités ont trouvé un grand livre contenant les noms de plus de 600 victimes. Au fur et à mesure des recherches, des corps ont été découverts partout sur les lieux, tombes peu profondes, aux chambres cachées à l'intérieur du château. Malgré les preuves accablantes contre Báthory, elle a été relativement épargnée. Alors que ses complices ont été torturés et rapidement exécutés par les autorités, Báthory n'a pas assisté au procès et, je vous le mets dans le mille, n'a même pas été exécuté. La pression étant forte pour que la fortune reste dans la famille, Elisabeth Báthory est finalement emprisonnée à vie, sans condamnation formelle, enfermée dans un petit ensemble de pièces dans son propre château à Catis. Elle est confinée dans ses chambres dont les entrées et les fenêtres étaient murées, à l'exception de minuscules fentes pour la nourriture et pour l'air. Après 4 ans d'enfermement dans son château, elle est morte à l'âge de 54 ans. L'histoire d'Elisabeth Báthory a presque été effacée de l'histoire. Elle aurait pu facilement se transformer même en une légende fictive, comme beaucoup d'autres histoires impliquant l'élite occulte. Son procès s'est tenu en secret dans une ville isolée de Slovaquie en 1611 et sa puissante famille a immédiatement mis les archives sous scellé. Il n'y avait pas de journaux pour en rendre compte. Aucune des familles dirigeantes ne voulait que les détails macabres concernant leurs proches soient rendus publics. Elisabeth n'a même pas été autorisée à assister à son propre procès. Au lieu d'une exécution publique, comme je vous l'ai dit, elle a été emmurée vivante dans l'un de ses châteaux isolés. Alors, à bien des égards, la vie et la chute de Báthory rappellent fortement un équivalent moderne que justement le site Vigilant Citizen a mis en exergue, à savoir le cas de Jeffrey Epstein. Comme Epstein, Báthory avait des liens avec certaines des personnes les plus puissantes du monde. Et comme Epstein, Báthory attirait les jeunes filles avec des promesses de richesse, de prestige, de travail. Et comme Epstein, Báthory est devenu trop effronté et sa dépravation a alimenté des rumeurs dans tout le pays. Ces enlèvements incessants devinrent une source d'inquiétude pour l'élite car ses sombres secrets menaçaient d'être révélés. Ainsi, comme Einstein, Báthory fut incarcéré jusqu'à sa mort sans qu'elle ait la possibilité de dire un mot de plus à quiconque. Enfin, comme Einstein, tous ses complices ont été réduits au silence d'une manière ou d'une autre. Environ 500 ans après la mort de Báthory, l'élite occulte d'aujourd'hui reste obsédée par les mêmes pratiques horribles. De nombreux articles, toujours dans le très bon site The Vigilant Citizen, ont documenté le goût de l'élite pour le dépravé, l'odieux et le mal absolu. Moi-même, vous savez, j'ai de nombreuses vidéos, certaines qui ont même été strikées par YouTube, mais que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Odyssée, parlent de la décrocro et tout ça et tout ça. Donc allez les regarder pour ceux qui auraient encore des doutes. Mais les médias d'aujourd'hui sont remplis d'abus, de satanisme, de cannibalisme, de rituels sanguinaires et de toutes les pratiques avilissantes auxquelles on peut penser. Tout cela a été conçu par eux. La folie de l'élite a été autrefois cachée. Maintenant, elle est normalisée. En plus, n'oublions pas que cette nana était mère de 8 enfants, les amis. Pas un mot sur ce qu'ils sont devenus. J'ai cherché, j'ai essayé de remonter. Limite, je me suis attaquée à son arbre généalogique.
parce qu'elle a eu quand même pas mal d'enfants pour perpétuer sa lignée de tarés psychopathes. Et je crois beaucoup à la façon dont ces lignées démoniaques transmettent cette énergie de génération en génération, créant des traumatismes, des abus et la poursuite du sacrifice sanguin afin de maintenir le pouvoir qu'elle pense avoir. Je ne serais pas du tout surprise de découvrir que certains des leaders européens déments actuels d'aujourd'hui ont des liens de sang avec Báthory. J'ai cherché, hein. Dans ma tête, je me suis dit Klaus Schwab. Si c'est pas un de ses petits-fils, c'est au moins un cousin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, j'ai cherché, comme je vous dis, j'ai fini par trouver qu'elle avait environ 10 000 descendants selon Genie.com. Et ce serait, je pense aussi, une piste intéressante à suivre pour savoir exactement ce qu'est devenu cette lignée. Et je pense qu'on se rendrait vite compte qu'elle est connectée à tous ceux qui nous... en ce moment. Voilà. Et ça nous surprendrait même pas. Donc voilà les amis, l'histoire d'Elisabeth Báthory, c'est fini. J'espère qu'elle vous aura, je vais pas dire plus, mais en tout cas intéressé, parce que pour que ça vous ait plu, c'est quand même assez sanglant. Hein, on n'aime pas trop les trucs sanglants. Mais je pense que pour voilà, ceux qui doutent, ceux qui ont tendance à se dire que c'est n'importe quoi, que ces histoires de pratiques occultes, etc., ça sort tout droit d'un film de science-fiction. Non, l'histoire nous le démontre. Ils le faisaient avant, ils l'ont fait maintenant, ils le feront très certainement après, si personne ne les en empêche. Mais clairement, comme je vous le dis, je le crois, je le vois, je le lis à travers vos commentaires, à travers des actions, à travers une communauté qui grandit. De plus en plus de gens s'éveillent. Il faut rester bienveillant parce que bien évidemment, on le sait tous, dans ces périodes de réveil, il y a toujours un moment où on est forcé de faire face à des sujets qui nous rebutent et dont la première réaction est de se dire c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, comme moi, certains, j'en suis encore, à avoir ce type de réaction face aux horreurs, parce que ça va tellement en delà ce qu'on est capable d'imaginer, que de prime abord, instinct de protection, c'est n'importe quoi, on ne veut pas en entendre parler, c'est trop gros pour être vrai. Or, plus tu creuses, plus tu trouves, t'as vite fait de te dire que mais c'est même pas nouveau quoi, ça existe depuis des lustres et ils font ça depuis, c'est leur tradition quoi. Et je trouve que ce type d'histoire le démontre assez clairement. Et je pense que ce genre d'histoire apporte de l'eau à notre moulin et qu'il est de bon ton pour rappeler au final aux plus sceptiques que tu vois, ça existait, pourquoi ça n'existerait plus. Donc vous savez, pour pas que cette vidéo soit strikée, parce que j'emploie des mots qui sont pas mal boycottés par YouTube, vous connaissez le système, on like. Quand on like, on commente, c'est le top, c'est pas pour mon ego, c'est pour l'algorithme et c'est pour empêcher YouTube de tout me démonétiser, etc., etc. Si vous partagez comme vous le faites, ben, le top, parce que ça augmente notre communauté et ça, plus on est nombreux, plus on est fort. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'oubliez pas de regarder une autre vidéo, vous savez, pour le système, comme ça. Parce qu'au final, l'intelligence artificielle de YouTube, elle est bête. Donc si on la nourrit comme on veut, ben, elle nous fout un peu la paix. Donc n'oubliez pas, essayez de regarder une vidéo derrière pour lui laisser croire que je suis tellement forte que je vous rends addict à YouTube. Et derrière, pour les nouveaux, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications. Encore que c'est pas vraiment utile, je poste tous les dimanches. Je voulais demander aussi, avant de vous laisser, à ma communauté, j'ai de plus en plus de demandes de partenariat. Ça m'intéresse parce que bien évidemment, si demain je pouvais réussir à vivre de ma chaîne YouTube, ben, ce serait le top parce que du coup, je pourrais y consacrer beaucoup plus de temps. Parce que là, c'est vrai qu'entre mon boulot alimentaire, mon fils, ben, voilà, il y a des fois, je cours, mon but, ce serait de passer à 2 vidéos par semaine. Mais encore une fois, faut bien manger, les amis. Et Dieu sait qu'avec les prix actuellement, voilà, c'est pas évident. Donc j'ai beaucoup de demandes de partenariats payants, mais j'ai un gros doute parce que j'ai toujours l'impression que c'est des scams. Alors s'il y a des gens qui sont qui s'y connaissent, qui savent comment ça se passe ces demandes de collaboration, si c'est normal de devoir télécharger des fichiers sur son ordinateur pour avoir les accès, pour présenter les services, etc. Est-ce que vous pourriez me contacter? Mon mail est là, ou pour Instagram ici, parce que je suis active sur Instagram et je check ma messagerie.
peut-être même plus que les mails, parce que c'est vrai que le temps me manque. Donc, s'il vous plaît, parce que je voudrais vraiment accélérer le process, mais j'ai un gros doute, quoi. Ces trucs de partenariat, ça me semble un peu chelou. Enfin, voilà, j'arrête ici. Ah oui, et avant que je vous quitte, j'allais couper, je suis revenue vite fait, bien fait. Si vous avez entendu des cris dans cette vidéo, il n'y a pas de vierges qui sont en train d'être sacrifiées dans les chambres du haut. Hein. C'est juste mon fils, c'est Spring Break, qui joue avec ses copains à des jeux débiles, et on connaît les petits garçons, hein, plutôt que de s'exprimer, ils préfèrent, je sais pas, faire des borboricmes. Désolée si ça a un petit peu altéré votre visionnage. Il n'y a qu'une semaine de Spring Break, donc la semaine prochaine, ce sera quand même vachement plus cool. Merci de votre compréhension. Enfin voilà, j'arrête ici. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Aujourd'hui, c'était Pâques. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et surtout, n'oubliez pas les amis. Stay safe et à dimanche prochain.